Dans One Piece, il existe une mystérieuse organisation qui se bat pour la liberté. Aujourd'hui, je t'explique tous les membres des révolutionnaires, mais ce n'est pas tout. À la fin de la vidéo, je te ferai part de ma théorie concernant le fruit mythologique de Monkey D. Dragon. C'est parti. On commence avec Bartholomew Kuma. Très d'actualité, il est d'un tempérament très calme et tranquille au caractère bienveillant. On peut le voir lorsqu'il épargne les Mugiwara 2 fois de suite ou de son flashback dernièrement. C'est un personnage tragique et aux multiples facettes, passé par la case esclave, roi, tyran, révolutionnaire et même Shichibukai. Il est complet et son écriture est incroyable. Il montre une volonté à continuellement faire ce qu'il veut, malgré tout. Quand il arrive sur Thriller Bark, malgré la quasi-absence de volonté propre, il répond à un ami qu'il va y faire ce qu'il veut. Même s'il suit les ordres du gouvernement de manière forcée, il y a un véritable acte scénaristique de nous faire comprendre qu'il agit toujours selon ses propres choix, et ce, même dans l'honneur. Il permet à ses adversaires d'en faire de même. Il accepte le choix de Zoro de sauver son capitaine et demande systématiquement où ils aimeraient être envoyés avant d'utiliser son pouvoir sur quelqu'un. Même Perona a pu choisir. Parlons de ce fameux pouvoir et de son fruit du démon, le Nikyu Nikyu no Mi, ou fruit des coussinets. Ce fruit permet à Kuma de repousser tout ce que ses coussinets touchent, que ce soit l'air, les êtres vivants ou même les sensations et facultés humaines comme la fatigue, la souffrance ou encore la mémoire. Il peut donc repousser tout ce qui est tangible mais aussi intangible, faisant de ce fruit un pouvoir incroyable. La vitesse à laquelle il repousse dépend de sa propre volonté. Il peut repousser très lentement ou aller jusqu'à la vitesse de la lumière. C'est grâce à cette faculté qu'il arrive à se déplacer très rapidement, à en faire croire que c'est de la téléportation. Ses coussinets repoussent automatiquement la totalité des attaques possibles. Enfin, sa technique la plus puissante, c'est sa manière de compresser l'air. Il repousse très lentement l'air à partir de deux côtés opposés pour petit à petit compresser une énorme quantité. Ça lui permet de créer une bombe comprimée appelée Ursus Shock. Et c'est véritablement une des attaques les plus puissantes qu'on ait eu l'occasion d'observer dans One Piece. Avec un temps de préparation assez long, il pourrait potentiellement créer une bulle d'air capable d'effacer des îles voire le monde. Ack, l'homme poisson qu'on a pu observer à Dressrosa. Malgré une apparence vieillotte, Ack n'a en réalité que 38 ans. C'est un homme très calme et posé. Par contre, pour atteindre son but, il pense qu'il est nécessaire d'utiliser la force. C'est pour ça qu'il a rejoint les révolutionnaires. Son but, faire en sorte que les humains puissent s'entendre et cohabiter avec les hommes poissons, comme Jinbei. Ils sont d'ailleurs amis. Par contre, comme dit précédemment, là où Jinbei espère passer par la diplomatie pour parvenir à ce but, Ack a conscience qu'il sera nécessaire d'utiliser ses points. Parlons de ceci. Ack est spécialisé dans le karaté des hommes poissons et c'est lui qui l'enseignera notamment à Kohala. Laisse-moi t'expliquer cet art martial. C'est un style de combat qui manie la puissance et la mobilité hors du commun des hommes poissons. On peut voir Jinbei réussir à matérialiser de l'eau et même ça s'explique. Jinbei dit lui-même que l'essence de cet art est de contrôler toute l'eau qu'il y a directement dans le voisinage, de l'eau de l'atmosphère à l'eau présente dans chacun. Le contrôle devient possible créant des ondes de choc qui passent même au travers des hommes. Le corps humain étant composé majoritairement d'eau, les attaques du karaté des hommes poissons peuvent passer à travers et émettre de sévères blessures à des points stratégiques. Transition parfaite avec le karaté des hommes poissons puisqu'on passe à Kohala, qui le maîtrise aussi. Peu de gens l'ont retenu, mais la Kohala qui fait partie des révolutionnaires est la petite fille qui se fait sauver par Fisher Tiger. Il meurt d'ailleurs juste après l'avoir ramenée chez elle. Ancienne esclave, ce traumatisme est bien loin, mais elle reste très attachée aux hommes poissons qu'il considère à juste titre comme ses sauveurs. Elle est aujourd'hui très mature et bienveillante, mais surtout, elle a confiance en elle et en ses capacités, allant avec une analyse poussée qui lui vient d'un trait réfléchi et responsable. Elle n'hésite pas d'ailleurs à remettre à Lord Sabo lorsque celui-ci fait des choix irraisonnés. Tout ça est très intéressant, mais vu son passé, le plus beau c'est qu'aujourd'hui elle œuvre dans le bon sens et surtout qu'il soit une personne joviale et très souriante. Petite anecdote, c'est la seule humaine connue à porter la marque du soleil. On enchaîne avec Terry Giltero et Bonnie Joe. Ces noms ne te disent probablement rien et pourtant ils font bel et bien partie des révolutionnaires. Ce sont ceux qui ont escorté Nico Robin jusqu'à Dragon. On ne sait pas grand chose sur eux, mais ils semblent dans la continuité des membres de cette organisation. Bienveillants et respectueux, ils restent calmes et suivent les ordres. C'est grâce à eux notamment que les prisonniers ont été libérés à Tequila Wolf. À présent, il faut comprendre la hiérarchie des révolutionnaires avant d'aller plus loin. Tous les membres précédents sont des membres non assignés à une armée particulière, mais l'organisation des révolutionnaires compte 5 troupes très précises. L'armée de l'Est, l'armée de l'Ouest, l'armée du Nord, l'armée du Sud et enfin l'armée de Grand Line, aussi appelée armée G. Chaque troupe possède un commandant et un vice-commandant, commençant avec les vice-commandants de chaque armée. Ayeru est la vice-commandante de l'armée de l'Est, Ushiano est le vice-commandant de l'armée de l'Ouest, Jiron est le vice-commandant de l'armée du Nord, enfin Gombo est le vice-commandant de l'armée du Sud. On ne connaît pas leur personnalité ni leur pouvoir. Par contre, à part Jiron, on les avait tous déjà vus lorsqu'on nous a présenté les révolutionnaires sur l'île de Queue d'Étrave. Si tu as bien suivi la hiérarchie que je viens de te présenter, tu te demandes sûrement pourquoi je n'ai pas mentionné le vice-commandant de l'armée de Grand Line, mais c'est car lui, je peux te l'expliquer en détail, et le voici, Inazuma. J'utiliserai il car il apparaît majoritairement en tant qu'homme, mais on ne peut pas en être sûr pour l'instant. Tu as cette transformation répétée grâce à Ivankov. Inazuma n'est pas quelqu'un de très bavard et c'est difficile d'en savoir plus. Il est honorable. Il n'hésite pas à se sacrifier pour les siens. Il est dans l'exacte continuité des révolutionnaires et présente un calme à toute épreuve. Inazuma est très proche d'Ivankov. On sent à travers Hippoldowne que les deux sont fusionnels et souhaitent même se sacrifier l'un pour l'autre face à Magellan.
Dû à la créativité de son fruit, il est très ingénieux et arrive à trouver des solutions très rapidement aux problèmes auxquels il fait face. C'est lui qui débloque la situation à Impel Down et ensuite à Marineford. On a passé en revue tous les vice-commandants, parlant de leur chef. Commençons avec Morley, commandante de l'armée de l'Ouest. Oui, tu as bien entendu, Morley est une femme, mais ce n'est pas tout, c'est aussi une géante. Morley semble être un personnage décontracté et jovial, elle a démontré un sens de l'humour et une confiance en elle ultime. Elle n'hésite pas à se battre même face à des monstres comme un Marie-Joie. Elle semble aussi être une femme sympathique, cependant aux valeurs établies. En tant que membre des révolutionnaires, Morley partage la conviction de cette organisation en faveur de la justice et contre le gouvernement mondial. On enchaîne avec Lindbergh, le chef de l'armée du Sud. Il fait partie de ceux qu'on a le plus vu au sein des révolutionnaires mais reste un mystère pour nous. On ne sait rien de lui si ce n'est qu'il aime le combat et que c'est un mink. Ça va ensemble après tout. Grand fan de gadgets, c'est un inventeur talentueux et il se sert de ses inventions pour combattre, en plus de mixer ça avec l'électro des minks, ça promet. Bello Betty en charge de l'armée de l'Est. Betty n'est pas très aimable à première vue, elle n'hésite pas à être parfois même méchante avec les gens qu'elle secourt, les secouant, les insultant et enfin les dégradant. Malgré cette attitude, son intention reste louable et elle veut les recruter dans l'armée révolutionnaire en les encourageant à faire leur propre choix. C'est donc un biais détourné pour motiver les gens à se battre et à tout donner d'eux-mêmes, bien que parfois ce ne soit pas la bonne solution. Elle pense que commettre des actions héroïques est une décision que l'on prend pour et par soi-même, c'est un axe très important de sa personnalité. Par contre, elle sait rendre hommage quand il faut et n'hésite pas à féliciter le peuple qui finit par se soulever face à Barbe Rose. Elle a mangé le Kobu Kobu no Mi, ou fruit de l'exaltation. Il permet à Bello Betty de rallier les gens au combat et de les motiver très fortement à tout donner, exactement dans la continuité de sa personnalité. C'est important de comprendre la finesse du fruit et les rouages de celui-ci. Il ne permet pas de rallier quelqu'un à ton camp, ce serait vraiment trop fort. Il agit comme une sorte de boost qui va entre guillemets forcer la personne à trouver la force de se battre, mais ça reste son combat. Si Bello Betty est l'adversaire de la personne qu'elle booste, alors son fruit motivera cette personne à combattre Bello Betty et personne d'autre. Ça n'altère pas ta volonté. En gros, c'est un petit coup de pied au cul pour te motiver à te battre en ce que tu crois. Emporio Ivankov, le chef de l'armée de Grand Line et aussi roi de l'île de Queue d'Étrave. Il est probablement le personnage le plus haut en couleur de One Piece. Son extravagance, son audace et son rire en font un personnage unique. Le mot qui lui conviendrait le plus est flamboyant, toujours très théâtral avec un sens de l'humour très prononcé et appuyé, et ce depuis l'enfance. Il croque la vie à pleines dents, et ce même dans les moments les plus sombres. Cependant, c'est quelqu'un de réfléchi qui ne prend pas de décision hâtive. On a pu le voir avant de sauver Luffy, il y a eu des prérequis, et même à Marineford, il hésite. Il ne prend rien à la légère malgré la portée de son fruit, et c'est d'autant plus marquant. En termes de puissance, il ne faut vraiment pas le sous-estimer, il est au petit de Dragon depuis très longtemps. Parlons de son fruit, le Oru Oru no Mi, au fruit des hormones. Il peut créer et modifier les hormones de n'importe qui. Ivankov peut stimuler ou annuler la production de certaines hormones, provoquant ainsi des changements physiologiques chez une personne. Mais ce n'est pas tout, grâce à ce contrôle, il peut aussi influencer sur les émotions, ou même guérir des blessures qui ne pourraient être guéries normalement. Les hormones ont un pouvoir incroyable sur le corps humain, et Ivankov a un contrôle total sur celle-ci. Évidemment, l'utilisation qu'on lui connaît le plus est le changement de sexe. Il peut passer de l'un à l'autre quand il veut, et ça s'applique aussi à se toucher par ses pouvoirs. Les hormones permettent aussi de faire grossir certains membres comme sa tête, et créer les attaques qui découlent de ce fruit. Karazu, le commandant de l'armée du Nord. Karazu est un homme très calme qui parle avec des chuchotements inaudibles, d'où la fonction haut-parleur de son masque qu'il a besoin d'activer pour se faire entendre par les autres. C'est surprenant comme particularité. En dehors de ça, c'est quelqu'un de puissant et d'indispensable, notamment via son fruit, le Susususu no Mi, au fruit de la suie. La matière de ce fruit, la suie, est un élément à composé chimique et est extrêmement inflammable. Évidemment, Karazu étant un révolutionnaire, on peut directement faire le lien avec Sabo. Les deux fruits sont complémentaires et peuvent véritablement dévaster des villes entières en quelques secondes. Toutes ces attaques tournent autour des corbeaux et on n'a pas encore vu utiliser le potentiel phénoménal de la matière de son Logia. Parlons de ces fameux corbeaux car c'est une particularité à ne pas négliger et qui montre à quel point les Logia ont plus d'un dos dans leur sac. Karazu peut créer des corbeaux et ceux-ci peuvent voir et entendre ce qu'il passe. L'élément de son fruit étant noir, il passe complètement inaperçu mais ça sous-entend que n'importe lequel des Logia peut voir et entendre avec son élément. Une torche allumée par la flamme de Sabo pourra entendre et voir ce qu'il se passe. Comme dit précédemment, Karazu fera un très bon duo avec Sabo et c'est à lui l'honneur. Sabo est très déterminé et sa volonté est inébranlable. Il a survécu à des épreuves très difficiles, notamment la perte de sa mémoire puis la récupération de celle-ci, au pire moment. Il a évolué au sein des révolutionnaires et a vu, entendu des choses sombres, même très récemment, a vécu ce qu'on pourrait considérer comme l'événement le plus sombre de sa vie. Malgré tout, il reste souriant et bienveillant et semble être très avenant. C'est un homme bon ayant un très fort sens de la justice au point où l'injustice le rend totalement fou. Sabo est intelligent et très stratégique. En tant que second de l'armée révolutionnaire, il prend des décisions réfléchies et planifie des actions qui correspondent à ses convictions et objectifs. L'amitié et les liens familiaux ont une grande importance pour Sabo, et bien qu'il n'ait pas pu être là pour Ace, il tient à se positionner en tant que grand frère protecteur pour Luffy. Ça tombe bien puisque Ace vit au travers de Sabo et protégera Luffy au travers de son ancien fruit, le Mera Mera no Mi.
Le fruit du feu est un des fruits les plus dévastateurs par son élément. Le feu, ça s'enflamme, ça se propage et surtout ça brûle et ça peut monter à de très hautes températures. C'est d'autant plus intéressant car en plus des propriétés offensives du fruit, Ace a montré le pouvoir d'éteindre le feu. Il le fait notamment dans sa mini-aventure. Ça appuie véritablement le contrôle total de l'élément dans lequel tu peux te transformer. Et ça promet pour Sabo. Évidemment, ce n'est pas tout. Sabo utilise évidemment ses connaissances révolutionnaires au combat, comme la légendaire griffe du dragon, une attaque dévastatrice. Le clou du spectacle, Monkey D. Dragon, le chef des révolutionnaires, la personnalité de Dragon est quasiment inconnue en raison de nombreux mystères qui l'entourent, mais il existe certains axes qu'on peut aborder. Premièrement, la quête de liberté et la fatalité. C'est un dit, on le comprend très vite et il croit au destin et à tout ce qui entoure la liberté dans One Piece. C'est même le but premier de son organisation, œuvrer pour celle-ci. Contrairement aux autres dits, Dragon a un comportement sévère et très sérieux. On ne le voit quasiment jamais sourire. Il réfléchit et reste calme en toutes circonstances. On dirait qu'il regarde constamment vers l'avenir, vers le vent, comme s'il pouvait le lire. Évidemment, Dragon possède la fibre révolutionnaire, celle qui se préoccupe des innocents, qu'il tente de protéger et de sauver, comme on peut le voir au Grey Terminal. Il sauve certains peuples et les invite à rejoindre ses rangs. Le but étant la liberté car oui, les révolutionnaires se battent face au gouvernement mondial qui manipule et domine le monde. Même si Luffy ne l'a jamais connu, il se préoccupe de lui, suit ses exploits et a même été son sauveur à Locktown. Ça marque l'envie de bien faire et surtout de voir ce que le destin réservait à son fils pour le départ sur les eaux. Je t'ai promis ma théorie sur le fruit de Monkey D. Dragon, la voici. Il posséderait le Zoan mythologique de Quetzalcoatl. Voici à quoi ressemble Quetzalcoatl, c'est un serpent volant bienveillant. Qu'est-ce qu'un serpent volant? Un dragon. Dans la mythologie aztèque, Quetzalcoatl a 3 tâches. Il annonce et amène une nouvelle ère. La deuxième, il a pour tâche de connecter le ciel et la terre. Et enfin, il contrôle le météo à travers le vent. Reconcentrons-nous sur Monkey D. Dragon. Son tatouage est un clin d'œil direct aux Aztèques, mais ça ne s'arrête pas là. Dans One Piece, les tatouages similaires qu'on a pu observer c'était à Skypiea, avec la tribu de Shandia. Ils ont énormément de similitudes avec les Aztèques. Ils pratiquent des cultes, sont très fidèles aux membres de la tribu, les lieux rappellent évidemment les ruines aztèques, et enfin, ils possèdent un gardien céleste qu'ils considèrent comme un dieu. Comme si les clins d'œil ne suffisaient pas, le gardien céleste de la tribu de Shandia est un serpent. Oda a précisé que Luffy dans la vraie vie serait brésilien, d'Amérique du Sud donc. Au Brésil, au sein de la forêt amazonienne, on retrouve certaines ruines aztèques. Si Luffy est brésilien, alors Dragon aussi, un lien supplémentaire. Passons à un des liens les plus fous de ma théorie. Quetzalcoatl dans la mythologie aztèque possède 4 élèves et ceux-ci représentent chacun un point cardinal. Dragon chez les révolutionnaires possède lui aussi 4 commandants pour chaque point cardinal comme vu précédemment. Betty pour l'est, Karazu pour le nord, Morley pour l'ouest et enfin Lindbergh pour le sud. Enfin, tu te rappelles des tâches de Quetzalcoatl que j'ai abordées? Annoncer et amener une nouvelle ère. Dragon veut faire tomber le gouvernement mondial, il l'annonce clairement au monde et ça a pour but de créer une nouvelle ère, une ère libre. Ensuite, la tâche de connecter le ciel et la terre. Les Tenryubito peuvent être considérés comme le ciel et Dragon les ramènerait sur terre. Mais il y a évidemment le lien avec les îles célestes comme vu précédemment, et un dragon mythologique fait le lien entre ces deux pôles. Enfin, il contrôle la météo à travers le vent. On a déjà vu les pouvoirs de Dragon et on sait que ça tourne autour du vent. Il l'a montré à plusieurs reprises. Voilà, c'était ma théorie sur le fruit mythologique de Dragon, le fruit de Quetzalcoatl. Ah oui, et j'ai oublié que le bateau de Dragon c'est littéralement Quetzalcoatl. Tu peux retrouver tout de suite ma vidéo sur les paramécères manipulateurs pour en apprendre plus sur les fruits du démon. Et si t'as aimé, tu peux t'abonner et mettre un pouce bleu. Merci pour la force. Ciao ciao.